Bienvenue dans cette synthèse essentielle sur la mécanique quantique. L'objectif ici, c'est simple, tout clarifier pour que vous puissiez aborder vos examens avec une confiance totale sur le sujet. Allez, on va décortiquer ça ensemble, point par point, depuis les outils mathématiques jusqu'au fameux postulat. Pensez à ça comme une session de révision intensive pour bétonner vos connaissances. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on se met d'accord sur le langage mathématique. Ensuite, on voit pourquoi la physique classique ne suffisait plus. Après ça, on attaque le gros morceau, l'équation de Schrödinger. On apprendra ensuite le jargon quantique et on terminera par les règles fondamentales du jeu. C'est parti! Ok, alors on y va. Avant même de plonger dans la physique, il faut qu'on parle la même langue. Et en mécanique quantique, cette langue, ce sont les maths. Deux outils sont vraiment incontournables. Les séries de Fourier, c'est ce qui nous permet de décomposer une fonction d'onde complexe en une somme d'ondes beaucoup plus simple. Et la fonction delta de Dirac, elle, est parfaite pour décrire une particule qui se trouverait à un endroit ultra précis. Pas la peine de se noyer dans les formules. Ce qui compte, c'est de saisir l'idée. La transformée de Fourier, c'est un peu comme un traducteur. Elle nous fait passer du monde des positions au monde des impulsions, c'est-à-dire la quantité de mouvement. C'est cette passerelle qui est vraiment au cœur de tout. On passe à la suite. Maintenant qu'on a les outils, posons-nous la question, mais pourquoi on a eu besoin d'inventer une physique complètement nouvelle? La réponse est simple. À l'échelle de l'atome, les règles du jeu changent complètement. Et voilà le cœur du problème, ou de la solution, la dualité onde-corpuscule. Un électron, ce n'est pas juste une petite bille, non, il peut aussi se comporter comme une vague, s'étaler dans l'espace. Cette idée a absolument tout changé. C'est la base de toutes les étrangetés quantiques. Niels Bohr a trouvé une analogie géniale pour expliquer ça, le principe de complémentarité. C'est comme essayer de lire le recto et le verso d'une page en même temps. C'est impossible. Eh bien, c'est pareil ici. On ne peut pas voir l'aspect onde et l'aspect particule en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. On arrive maintenant à la pièce maîtresse, le cœur du réacteur. Si la mécanique quantique était une voiture, l'équation de Schrödinger, ce serait son moteur. C'est elle qui fait tout tourner. Le personnage principal de notre histoire, c'est la fonction d'onde, qu'on note psi. Elle contient absolument tout ce qu'on peut savoir sur un système. Et le job de l'équation de Schrödinger, c'est de nous prédire comment cette fonction d'onde va évoluer. C'est un peu l'équivalent de la deuxième loi de Newton, mais pour le monde quantique. Et cette équation nous amène à des résultats qui défient complètement notre intuition. Regardez cet exemple. Imaginez que vous lancez une balle contre un mur. Si elle n'a pas assez d'énergie, elle rebondit. Point. En quantique, c'est une autre histoire. Un électron qui n'a que la moitié de l'énergie nécessaire pour passer une barrière a quand même 78% de chance de la traverser. C'est fou, non? Ce phénomène porte un nom, l'effet tunnel. C'est un résultat purement quantique, une conséquence directe de la nature ondulatoire de la matière. C'est vraiment un concept clé à retenir parce qu'il n'existe tout simplement pas dans le monde classique. Bon, on est d'accord, la physique quantique est étrange. Heureusement, il existe un langage, une sorte de sténo, pour simplifier tout ça et nous aider à nous concentrer sur les concepts. C'est le formalisme de Dirac. D'abord, il faut s'imaginer une sorte de terrain de jeu mathématique. C'est ce qu'on appelle l'espace de Hilbert. Dans cet espace, chaque état possible d'une particule est représenté par un simple vecteur. Et ce vecteur, on l'écrit d'une façon un peu spéciale, inventée par Paul Dirac. On l'appelle un ket et on le note comme ça, psi-j. Quand on voit ça, il faut juste se dire « Ok, ça, c'est l'état de mon système à cet instant t ». Pour faire des calculs, le ket a un partenaire, le bras, noté psi. L'idée, c'est de les combiner. On forme un braquet, comme xi, psi, et ça nous donne un nombre. Ce nombre, ça peut être une probabilité, une énergie, bref, c'est comme ça qu'on extrait l'information physique du système. On arrive à la dernière section, et c'est peut-être la plus importante. On a le terrain de jeu, on a les joueurs, maintenant il nous faut les règles. Ce sont les postulats de la mécanique quantique. Premier concept essentiel, une observable. En gros, c'est la version mathématique d'une grandeur physique qu'on peut mesurer. Pour l'énergie, la position, l'impulsion, il existe à chaque fois un opérateur mathématique. Quand on fait une mesure, on applique cet opérateur à notre quête. Alors là, c'est la diapo à retenir par cœur. La cheat sheet ultime pour les observables. 3 points. Premièrement, quand on mesure quelque chose, le résultat n'est pas n'importe quoi. C'est forcément une des valeurs propres de l'opérateur. Deuxièmement, ces valeurs sont toujours des nombres réels, heureusement. Et tertiaire, les états qui correspondent à des résultats de mesure différents sont orthogonaux, c'est-à-dire totalement indépendants. Et tout ça nous amène à une question vertigineuse. Avant la mesure, la particule est dans une superposition de plusieurs états. Après la mesure, elle est dans un seul état bien précis. Alors la question c'est, est-ce que la théorie décrit la réalité telle qu'elle est, ou juste ce qu'on est capable d'en mesurer?
C'est sur cette interrogation qu'on va terminer. Bonne révision.